pour créer des conditions favorables au retour des réfugiés en République démocratique du Congo et en République du Rwanda. Une réunion tripartite est projetée dans un mois au Kenya. Cette rencontre, qui connaîtra la participation du HCR, est une décision prise ce lundi à Genève. Et puis à l'international, le choléra fait ravage en Mozambique. Le nombre des cas a atteint 27 000 et c'est là dans 11 provinces du pays. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue à cette émission d'information qui a commencé légèrement en retard. Nous présentons toutes nos excuses pour cela. On va commencer cette session d'information avec cette information en bref. La CENI vient de publier ce lundi les noms de 5 experts qui auditeront le fichier électoral. Il s'agit de Jeannette Love, vice-présidente de la Commission électorale sud-africaine, de Mourabi Loufou, directeur de technologie de l'information et de la communication de la Commission électorale du Malawi, du Congolais Joseph Topangu, consultant à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, de Kabata Kabomba, secrétaire général de l'école de formation électorale en Afrique australe, et il est de la RDC. Et enfin, Vianney Nzatu, spécialiste d'analyse des données, elle aussi est de la RDC. L'agenda du travail sera validé après une rencontre avec les équipes de la CENI. On va changer de chapitre à présent pour parler de la coopération, raffermir les relations bilatérales d'amitié et de coopération. C'est l'objet de la visite du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi au Congo-Brazzaville, où il a été accueilli par son homologue, le président Denis Sassou Nguesso. Cette visite a été aussi une belle occasion pour Sassou de faire visiter à Félix Tshisekedi ses grandes réalisations dans le secteur agro-pastoral. Jojo Moulamba. Ce déplacement à la République sœur du Congo a visé à raffermir le lien bilatéral d'amitié et de coopération après plusieurs mois à distance. Cette visite a été marquée à la fois par un entretien en tête-à-tête entre le président Tshisekedi et Sassou et par une séance de travail élargie à leurs collaborateurs proches. Après ces moments de travail, Denis Sassou Nguesso a fait visiter Félix Tshisekedi ses réalisations dans le secteur agropastoral, notamment la laiterie d'Alima qui produit plus de 600 litres par jour, le ranch Kila à Opakania qui compte plus de 1246 têtes de bœufs et le levage d'Autriche qui sert à l'alimentation humaine. Ravi de cette visite, le chef de l'État de la RDC estime que ces modèles peuvent être dupliqués dans son pays. C'est passionnant, c'est à la fois impressionnant et surtout que c'est très utile à nos sociétés, à nos pays. Et c'est vraiment un modèle à dupliquer. Avant Congo-Brazzaville, le président Tshisekedi était passé au Botswana où il s'était inspiré même de son modèle de production des diamants industriels afin de les dupliquer en RDC. Toujours dans le secteur de la coopération, la RDC et le Rwanda vont entamer un dialogue constructif afin de créer les conditions favorables au retour durable des populations réfugiées dans les deux pays. C'est ce qui a été décidé ce jour à Genève, en Suisse, entre Kinshasa et Kigali, sous les auspices du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, selon le communiqué conjoint signé par Christophe Lutundula, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères pour la partie congolaise. Une première réunion tripartite RDC-Rwanda-HCR devra être organisée à Nairobi dans un mois. Selon le communiqué conjoint signé par Christophe Lutundula, vice-premier ministre congolais en charge des affaires étrangères, Kayisire Marie-Solange, ministre rwandaise chargée de la gestion des urgences, et Filippo Grandi, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, la réunion technique tripartite RDC-Rwanda-HCR prévue à Nairobi dans un mois devra définir les modalités pratiques pour la réactivation de tous les engagements et des structures contenues dans les accords tripartites de 2010. Aussi, le gouvernement rwandais et congolais s'engage à relever les défis liés à la sécurité des personnes rapatriées, à l'échange d'informations sur les conditions de vie dans les zones de retour, y compris la sensibilisation au niveau communautaire ainsi qu'à la réintégration.
Christophe Lutundula et Kaïsiré Marie-Solange promettent que leurs deux pays vont continuer d'assurer l'accès à l'asile pour les personnes ayant besoin de protection internationale. Aujourd'hui, dans un contexte de conflit dû à la résurgence du M23, la question des réfugiés de deux pays suscite souvent la bruit entre Kinshasa et Kigali. La réunion prévue à Nairobi dans un mois va donc relancer le processus de facilitation du rapatriement volontaire des réfugiés congolais au Rwanda et des réfugiés rwandais en RDC. Il faut dire que le 17 février 2010, le gouvernement congolais, le gouvernement rwandais et les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés avaient signé à Kigali un accord sur le rapatriement volontaire des réfugiés congolais vivant au Rwanda et les réfugiés rwandais vivant au Congo. Les deux gouvernements et le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avaient signé par la suite les modalités de rapatriement de ces réfugiés le 30 juillet 2010 à Goma. La République démocratique du Congo va bel et bien abriter la 9e édition du Jeux de la francophonie après les instructions du Premier ministre au comité de pilotage des préparatifs de ces Jeux au dernier Conseil des ministres et du chef de l'État lors de ces différentes visites. Le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro, a visité les chantiers des ouvrages qui abriteront ce grand événement. Selon lui, les travaux sont à plus de 70% de réalisation physique. Suivez. D'abord, le stade Tata Raphaël où s'exécutent les travaux de construction de 15 bâtiments d'hébergement, les villages des jeux, les annexes, l'asphalte, le terrain de football lui-même qui est en train de se revêtir d'une nouvelle peau de fond en comble. Ensuite, le stade des Martyrs avec les gymnases jumelés, terrain de basketball, d'athlétisme et bien d'autres infrastructures tout aussi importantes. Autant dire que les travaux des préparatifs avancent à grands pas à 2 mois et quelques jours des Jeux. Le ministre d'État en charge des infrastructures a inspecté tous les ouvrages et en moindre détail. Selon lui, les travaux sont à 70% de leur fin. Vous savez qu'aujourd'hui, le président de la République ainsi que le gouvernement, nous tous nous sommes focalisés sur les 9e Jeux de la francophonie. Et c'est dans ce cadre-là que différentes visites d'inspection se font sur les différents chantiers. Et aujourd'hui, nous pouvons considérer que nous sommes bien au-delà de 70% de niveau d'exécution sur le plan des ouvrages. Les mesures d'encadrement qui avaient été prises lors de la dernière visite du chef de l'État, c'est-à-dire d'assurer le transport aérien. Aujourd'hui, toutes ces commandes au niveau du transport aérien sont en train d'arriver à Kinshasa. Le ministère des Finances a dû mettre la main à la poche pour pouvoir exécuter cela. À en croire le patron des ITP, ces ouvrages seront livrés à la fin du mois de mai. Nous pouvons considérer effectivement qu'au mois de mai également, à la fin du mois de mai, nous serons au minimum à 80% de réalisation, bien au-delà. 80%, entre 80 et 90% de niveau d'exécution des ouvrages. Nous avons pris rendez-vous avec toutes les entreprises à la fin du mois de mai. Et là, je pense que nous pourrons effectivement, à ce moment-là, voir véritablement, avoir une grande visibilité sur ce que sera les différents ouvrages. Lors du dernier Conseil des ministres, le chef du gouvernement Samuel Okondé, en sa qualité de superviseur, en a appelé à la responsabilité du comité de pilotage face à la nécessité de tenir le délai dans l'organisation de cette manifestation de haute portée sportive et culturelle de la jeunesse francophone. Autre chose à présent, le concours de recrutement des agents et cadres du secrétariat général du numérique a été lancé ce dimanche 14 mai par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao, accompagné de son collègue du numérique Eberhard Kolongele. Au total, 2374 candidats ont pris part à ces épreuves. Suivez. J'ai le plaisir donc de lancer ce jour le début du processus de dépôt de candidature. Après avoir annoncé le recrutement du personnel du secrétariat général du ministère du numérique, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao, accompagné du ministre de tutelle Eberhard Kolongele, a procédé le dimanche 14 mai 2023 au lancement officiel du concours de recrutement des futurs agents administratifs du numérique. Bonne chance et que Dieu soit avec chacune et chacun d'entre vous. À l'IEC comme à l'ENA, le VPM Jean-Pierre Liao a martelé sur le caractère impartial de ce concours de recrutement, donnant la chance à tous les jeunes de compétir à armes égales. Le président de la République nous a fixé les caps, nous a donné les orientations
pour que nous puissions agir et agir vite sous la coordination du Premier ministre pour que désormais ces recrutements au sein de l'administration publique congolaise se fassent de manière qualitative. Nous sommes donc engagés dans le cadre d'un processus de rajeunissement qualitatif et compétitif. Qualitatif pour essayer d'aller vers des vraies compétences cachées dans notre pays. Compétitif parce que nous souhaitons accorder toutes les chances à tous les jeunes de la République. Matérialisons ainsi la vision du chef de l'État qui vise le rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique. Voulons vous assurer, mesdames et messieurs, que cette épreuve est placée sous le sceau de l'égalité républicaine. Nous sommes là pour donner à chacun sa chance. N'ayez aucun complexe lié à votre nom, lié à votre rang social ou que sais-je d'autre. Le gouvernement de la République démontre sa détermination, celle de mettre un terme au régime de privilèges. En tout cas, côté organisation coup de chapeau, c'est très bien passé. On sentait qu'il y avait du sérieux. On ne pouvait pas entrer avec nos histoires comme le stylo, comme le papier. Donc pour éviter certaines tricheries, nous tous nous étions là dans ce même pied d'égalité. On va changer de chapitre pour parler du Conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle qui a procédé à l'évaluation des projets financés par cet établissement à Kinshasa conformément aux instructions reçues du ministère de l'Industrie. La présidente du Conseil d'administration et le directeur général adjoint du FPI ont visité 3 projets situés dans la partie ouest de la capitale, à savoir le projet de rénovation du Grand Hôtel de Kinshasa, celui de l'achat des équipements par la société Amigo Food et celui de la production de l'eau minérale par la société Sabanière. En cette deuxième journée des descentes sur le terrain, la délégation du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, conduite par la présidente du conseil d'administration, Madame Vicky Katumwa Moukalai, a tout d'abord eu une séance de travail avec le représentant du Grand Hôtel de Kinshasa. La discussion a principalement porté sur l'avancement du projet de rénovation et de modernisation de l'infrastructure de cet établissement hôtelier. S'en est suivi ensuite une visite guidée du chantier qui a permis à la délégation du conseil d'administration et de la direction générale du FPI de se rendre compte de l'évolution des travaux de ce projet qui s'inscrit dans le portefeuille du FPI dans le cadre de l'appui à l'industrie hôtelière. Pour le président du conseil d'administration du Grand Hôtel Kinshasa, M. Taylor Lubanga, cette visite a été une occasion pour le Fonds de promotion de l'industrie de voir que les fonds accordés à ce projet ont été utilisés à bon escient. Un autre projet visité ce jour a été la société Amigo Foods. Ce projet a bénéficié d'un accompagnement du FPI pour une extension et le renforcement des capacités d'une unité de production de boissons non alcoolisées gazeuses, plates, aux jus de fruits et arômes naturels, ainsi que de l'eau minérale. Cette visite a été une occasion pour les responsables de ce projet d'évoquer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre effective de leur projet, mais aussi de rassurer le FPI qu'il n'y aurait pas d'inquiétude concernant le remboursement du prêt. Le troisième projet visité par la délégation du FPI est celui de la société Sabanière Trading qui a reçu des fonds pour le parachèvement d'une unité de traitement d'eau minérale. Ce projet, un vrai modèle made in DR Congo. Son promoteur, M. Kapsongo Doubadi Augustin, a quant à lui remercié le FPI qui a participé à 100% dans la matérialisation de ce projet. Une visite qui se clôture dans l'ensemble sur une note de satisfaction pour le président du conseil d'administration du FPI, Madame Vicky Katumwa Moukalai. En tout cas, sinon, pour tout ce que nous avons visité aujourd'hui comme projet, le conseil d'administration est satisfait. Le projet de Grand Hôtel, vous l'avez visité avec nous. Vous avez trouvé que c'est quand même un bon projet porteur. Bien qu'ils ont connu quand même quelques difficultés de parcours, mais sinon, ils sont en train de le réaliser. Et ils sont en train de rembourser correctement. Ils payent en même temps la taxe de promotion de l'industrie. Donc ça, c'est vraiment encourageant. Le deuxième projet que nous avons visité, c'est Amigo Food.
Ça aussi, ces promoteurs, même s'ils sont encore couverts par le délai de grâce, mais sinon ça va. Nous avons visité, c'est aussi un grand projet pour la République démocratique du Congo. Et nous croyons qu'ils ont connu aussi des petits retards qui ont été expliqués, mais sinon ils vont se rattraper. Ça va aussi de ce côté-là. Ici aussi, là où nous sommes aussi satisfaits, surtout que c'est un projet qui est porté par un Congolais, qui vit dans un environnement concurrentiel, mais qui ne se décourage pas outre mesure, qui continue à travailler, à fournir beaucoup d'efforts. L'actualité, c'est aussi à Kinshasa où l'insécurité prend de plus en plus une forme complexe. Un groupe de plusieurs personnes organisées en milice a été arrêté par la police nationale au quartier Binza, aux zones dans la commune d'Ngalema. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité a lui-même supervisé l'opération de leur mise sous le verrou. La police a annoncé une intensification de la patrouille pour traquer les membres de ce groupe encore en liberté. Patrick Ilunga. Selon le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, les personnes arrêtées sont présentées comme des partisans de partis politiques. Mais Maître Peter Kazadi a révélé que les forces loyalistes ont trouvé sur les mêmes personnes des objets qui s'apparentent au fétichisme. Nos forces de défense et de sécurité sont intervenues pour mettre fin à la violence engendrée par des jeunes gens qui se réclament des partisans des partis politiques, mais dont on a trouvé sur certains des signes de fétichisme et nos forces de l'ordre sont intervenues, on les a maîtrisés. Il y en a qui sont maîtrisés, d'autres sont dans la nature. Je pense qu'on va poursuivre les enquêtes pour traquer tous ceux qui sont encore dans la nature jusqu'à mettre la main dessus. Le vice-premier ministre a invité la population à collaborer avec les agents de l'ordre pour dénoncer d'autres assaillants qui auraient pris la fuite. Que la population puisse aider nos services de défense et de sécurité à dénoncer tous ceux qui commettent des bévues, puisque tous ces gens-là se cachent dans la population. Donc la population doit collaborer avec la police, avec toutes les autorités de renseignement et même de l'armée en cas de besoin, pour débusquer tous ceux qui sèment la désolation dans la population. Le patron de la sécurité a appelé tout le monde au calme et à ne pas céder à la psychose et à la panique. Toujours dans le secteur de la sécurité, le conflit Tekeaka dans le territoire de Kwamut, dans la province de Mai-Ndombe, continue de semer la terreur et la désolation au sein de la population. Après le Mai-Ndombe, les auteurs de ces actes sont appréhendés dans certaines localités de la ville-province de Kinshasa sur la route nationale numéro 1 qui mène vers l'espace Grand Bandundu et Grand Kasaï, chose qui pourrait avoir des effets sur les activités économiques et par ricochet sur les prix des produits agroalimentaires qui nourrissent une bonne partie de la capitale. La nationale numéro 1, plus que jamais en proie à l'insécurité. Depuis quelques jours, cette route enregistre des cas de tueries et enlèvements, principalement dans les tronçons compris entre Mbankana, Mungata et Kabuba, tronçons qui mènent vers le Grand Bandundu. Face à la montée des atrocités causées par les rebelles Mobondo, il est à craindre des conséquences économiques néfastes, notamment sur l'approvisionnement de la capitale en denrées alimentaires et du même coup, la hausse des prix des produits agricoles, dont le Grand Bandundu et les greniers. Kinshasa, la mégapole de plus de 15 millions d'âmes, court les risques d'une asphyxie. En même temps, le Bandundu risque de manquer des produits manufacturés. Les échanges commerciaux sont donc en danger sur cette route qui relie aussi l'espace du Grand Kasaï dans son trafic. La situation est d'autant plus dramatique que, selon plusieurs témoignages reçus des autochtones, au moins 2 personnes meurent par jour suite à ces conflits malgré les interventions militaires. Les Mobondo responsables de ces tueries sur ce tronçon terrorisent également les populations des villages environnants où déjà un poste de la police est rare. Ce conflit qui est né entre 2 peuples qui ont cohabité depuis des lustres prend aujourd'hui forme d'une guérilla à l'instar de celle de l'Est du pays. Considéré bénin à son début, le conflit compte aujourd'hui des milliers de morts et visiblement ne montre aucun signe d'accalmie. Voilà, on va parler d'autre chose dans ce journal. Liliane Bibombe, une femme qui défend les droits, une femme congolaise, il faut signaler, qui défend les droits des femmes et des enfants, ne cesse de surprendre sa base de l'Antsélé
Dans le cadre de ses activités sociales, elle a communié avec les siens, mais aussi fait un don d'un forage d'eau pour les habitants de cette municipalité, comme associé, mais aussi fait un don d'un forage d'eau pour les habitants de cette municipalité, comme associé du parti politique agissant pour la République. Sa fondation Kabi accompagne l'autorité morale Guy Luando dans l'atteinte de ses objectifs. Elle n'a fait qu'accomplir cet acte qui stipule la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, précisent les Saintes Écritures. Elle, c'est Madame Liliane Bibombe Kalingai de la Fondation Kabi qui a communié avec de veuves de sa base en guise de sympathie envers ses siens. Dans son agenda, la maman sociale de sa base, Liliane Bibombe, soucieuse de la situation sociale des siennes, est allée dans cette même optique distribuer des pièces d'épargne aux femmes de la commune d'Elansele. Elle a profité de cette occasion pour interpeller la gente féminine sur son rôle dans la société et de ses valeurs qui doivent être transgénérationnelles. Face à la pénurie d'eau potable à laquelle font face les populations de certains coins de cette vaste commune d'Elansele, la défenseure des droits de la femme et de l'enfant, Liliane Bibombe, a sauvé des vies en mettant en disposition de ces derniers l'eau des forages. Le geste plein d'humanité n'a pas laissé indifférentes les bénéficiaires. Accompagnatrice de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Fondation Kabi s'était associée à la marche organisée par le parti politique agissant pour la République du ministre d'État Guy Luando, dont l'objectif principal était de dépasser le nombre d'1 million de membres. C'était pour appuyer le programme de son Excellence Guy Luando dans l'organisation qu'il est en train de projeter d'adhésion de 1 million de membres. Donc l'objectif c'est d'atteindre 1 million de membres au sein de AREP. La Fondation Kabi a pour mission l'encadrement des jeunes et des femmes pour leur développement et leur épanouissement. On va parler sport dans ce journal. Les sportifs congolais du Soudan sont finalement arrivés à Kinshasa ce lundi 15 mai à midi. Fabrice Ngoma, Steven Ebouela, Glody Lilepo et le coach Eugène Boulaïma sont accompagnés par l'ambassadeur de la RDC en Égypte, Jean-Baptiste Kassongo Misenga, qui a salué l'implication du président de la République, du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères et son collègue du sport et loisirs, Blessit Kouzola. L'entraîneur Boulaïma et 3 joueurs de l'équipe de football d'Al Hilal Omdurman ont été évacués dans la capitale soudanaise en guerre et sont finalement arrivés à Kinshasa ce lundi 15 mai 2023. Les 4 hommes ont quitté Khartoum pour des raisons de sécurité en raison de violences qui ont éclaté dans la ville ces derniers temps. Ils ont été accueillis chaleureusement à leur arrivée à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et ont été pris en charge par les autorités locales. Cette évacuation souligne l'impact de la guerre sur les populations et les sports en particulier. L'équipe d'Al Hilal était en compétition dans le championnat national de football soudanais avant que la situation ne se détériore, obligeant le joueur à quitter le pays pour se mettre en sécurité. Mesdames et messieurs, l'actualité c'est aussi à l'international. Une seule information dans cette page internationale, épidémie de choléra en Mozambique. Plus de 27 000 cas sont enregistrés dans les 11 provinces de ce pays d'Afrique australe. Les cas ont explosé alors que les infrastructures d'eau en ruine ont été anéanties et emportées dans les rivières avec les eaux usées. Suivez nos amis d'Africa News.
Le Mozambique est aux prises avec l'une des plus graves épidémies de choléra depuis plus de 20 ans. Le pays était déjà au milieu d'une épidémie lorsqu'il a été frappé par le cyclone Freddy fin février. Dans la ville de Quelimane, le nombre de cas a explosé après la destruction des infrastructures d'eau. Quelimane est une ville de basse altitude, c'est un marécage, donc les nappes phréatiques sont très hautes. Les eaux usées et l'eau des sources vont se mélanger. Cela a posé un défi en termes de lutte contre le choléra. Les gens allaient chercher de l'eau dans ces sources d'eau contaminée. De nombreux hôpitaux et cliniques ont également été endommagés, rendant difficile le traitement des malades. Un hôpital d'intervention d'urgence mis en place par des ONG a traité plus de 400 nouveaux cas par jour. Depuis lors, la situation à Quelimane s'est quelque peu stabilisée, selon les professionnels de la santé. Les lits n'étaient pas suffisants car le nombre de malades était très élevé et c'est un cas de réussite. Nous avons eu moins de 20 cas au cours des 2 dernières semaines. Cela signifie qu'une épidémie de choléra incontrôlable au départ a été finalement contrôlée en 1 mois. Ce n'était pas facile, je travaillais plus de 18 heures par jour. Ailleurs, au Mozambique, la situation reste sombre. L'épidémie a suscité des appels à davantage d'investissements pour améliorer les systèmes d'eau et d'assainissement du pays. Voilà, c'est avec cette information en Mozambique que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de nous séparer, moi, je vous en rappelle les différents titres. Pour créer des conditions favorables au retour des réfugiés en République démocratique du Congo et en République du Rwanda, une réunion tripartite est projetée dans 1 mois au Kenya. Cette rencontre, qui connaîtra la participation du HCR, est une décision prise ce lundi à Genève. Et puis à l'international, le choléra fait ravage en Mozambique. Le nombre des cas a atteint 27 000 et c'est là dans 11 provinces du pays. Voilà, c'est la fin totale de ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.